Donc là, on a parlé de vous personnellement, de votre expérience, de votre parcours. On va passer maintenant au secteur financièrement, parce que c'est là que vous êtes implémenté, que vos business sont. Donc vous avez dit que vous avez une family office qui est implémentée à Genève. Qu'est-ce que vous faites avec cette family office? Vous avez des cryptos que vous gérez aussi? Alors, un family office, pour moi, il y a deux activités principales. La gestion de fortune et les services. Des fois, c'est un peu compliqué de s'y retrouver parce qu'il y a des gestionnaires de fortune indépendants qui disent j'ai un family office, mais finalement, c'est plutôt des gestionnaires de fortune. Il y a des family office qui offrent des services à des familles, mais ils font pas de gestion de fortune. Ou la plupart font les deux. Dans mon cas, je ne fais pas de gestion de fortune. Je fais la partie service. C'est-à-dire que j'ai envie de rester neutre et indépendant concernant la gestion de fortune. Je fais ce qu'on appelle un beauty contest avec mes clients pour aller voir les meilleurs gestionnaires de la place, les meilleures banques ou gestionnaires indépendants qui pourront gérer la fortune de mes clients. Et c'est le client qui choisit. Donc c'est pas moi directement qui vais faire cette gestion de fortune. Donc vous faites plutôt la mise en relation Tout à fait. Et le suivi. pour plusieurs familles? Plusieurs familles. Pour plusieurs familles. Voilà, D'accord. ce serait la différence entre un single family office et un multi-family office. Single, on travaille pour une famille et multi pour plusieurs familles. Mais est-ce que ces familles-là n'ont pas déjà des gens qui les accompagnent sur le niveau financier? Bien sûr qu'il y a de la compétition, tout à fait. Mais après, il y a cet aspect de confiance. S'ils viennent pour vous demander au début de les aider pour leur immobilier, peut-être au début, vous allez vous occuper que de cet aspect-là pour cette famille. Mais peut-être un jour, ils vont dire je suis pas tellement content avec ma banque ou mon banquier. Est-ce que toi, tu as des contacts? Est-ce que tu peux m'en présenter? Et c'est souvent comme ça qu'on gagne des parts de marché, on va dire. Et comment ça s'est fait par rapport à l'implémentation, l'écosystème roman ou Genevois? Est-ce que c'était compliqué? Déjà, pour ouvrir l'entreprise, est-ce que c'était facile? Est-ce qu'il y avait des challenges à ce niveau-là? Non, la Suisse, elle est très ouverte en termes de business. Franchement, beaucoup de gens aiment la Suisse et viennent en Suisse parce que c'est très bien au niveau business. Créer une entreprise, tout l'administratif marche très bien pour contacter les différentes administrations, pour que les choses se fassent, pour avoir les différents agréments. Tout est très facile. Bien sûr, à chaque étape, il faut payer. Mais de ce niveau-là, la Suisse est vraiment incroyable. Et au niveau des acteurs sur le marché, comment est-ce que vous avez été reçus? Je pense qu'au début, les gens se disent « Ah, encore un qui va lancer son family office ou son business. » Malheureusement, en Europe, je crois qu'on est assez négatif. On se dit au bout d'un an, il va couler. Et c'est tellement dommage. Aux États-Unis, je crois que même ils font ce qu'on appelle un business shower. Mais je suis plus sûr, mais j'avais entendu ça. En gros, le principe, si le terme est juste, mais en tout cas, le principe, c'est que si un de vos amis lance un business, vous allez faire une sorte de fête et vous allez être les premiers clients de son business. Alors qu'en Europe, vous êtes les premiers à critiquer. Ça, c'est vraiment une grande différence. Donc, si je peux lancer un message, c'est si vous avez un ami ou une connaissance qui vous dit « j'ai une idée » ou « j'ai envie de faire ça », bien sûr, lui dire ce que vous pensez, mais d'essayer de voir comment vous pouvez l'aider. C'est vrai que quand on lance un business, pour revenir à la question, en général, les gens presque attendent qu'on échoue. Bon, c'est vrai que même historiquement, la place financière genevoise a toujours été très fermée entre des acteurs traditionnels, historiques. Peut-être que c'est un peu plus compliqué pour les nouveaux arrivants de s'implémenter. Alors effectivement, on est jugé, ça peut être juste par la manière de s'habiller. Quand moi je débarque à des rendez-vous en t-shirt ou en basket, ça fait pas du tout banquier privé suisse. C'est incroyable tous les clients qu'on peut avoir facilement. Parce que justement, il n'y a pas de compétition dans cette zone-là, ou trouver des clients grâce à Instagram. Enfin, est-ce qu'il y a une banque privée qui va faire ça aujourd'hui ? Pour moi, je le fais de manière naturelle, mais c'est très très facile. C'est très très facile. Donc, comme on va dans des zones qui sont un peu décalées, la compétition, elle est quasiment inexistante. Mais est-ce que c'est pas à double tranchant ? Je suis un extraterrestre. Hein. Clairement, après, il faut assumer sa réputation. Mais de toute façon, moi, je ne suis pas un family office qui est là pour servir. Bien sûr, je veux servir les clients, mais je veux être un peu l'égal de mes clients. Je ne veux pas qu'ils me disent « Allez, fais ça ». Je veux qu'on discute d'égal à égal. Voilà, pour moi, c'est important ce respect. Et un conseil pour les banquiers. Si vous voulez trouver des clients, quand vous allez dans les événements, regardez la personne qui est le plus mal habillée et je pense que ce sera votre meilleur client potentiel.
Parce qu'il n'a pas besoin de se prendre la tête, de montrer quoi que ce soit. Et à l'inverse, pour le client, quel est le meilleur banquier à choisir? Celui en t-shirt, bien sûr. Non. Je pense pas que l'habit fait pas le moine. Hein, ça, je suis convaincu. Donc, et je pense qu'il faut trouver la personne avec qui ça résonne chez vous. Pour moi, c'est ça le plus important. Que ça résonne avec vous, que vous vous sentiez content quand vous êtes avec votre banquier, que vous puissiez lui faire confiance. Et bien sûr, en termes de résultats, que ça soit intéressant. C'est une question que je me suis souvent posée ces derniers temps. Est-ce que finalement on a meilleur temps de travailler avec ses semblables, avec les gens qui sont plus ou moins différents, puis là on est plus dans la complémentarité? Parce que si par exemple vous allez travailler dans une entreprise et que vous n'êtes pas pris parce que au niveau personnel ça ne matchait pas, on peut se dire ah mais c'est dommage parce que j'avais toutes les compétences. Mais c'est vrai qu'en réalité c'est une très bonne chose parce que c'est des personnes que vous allez côtoyer au quotidien et que vous allez voir bien plus que votre propre famille. Donc c'est au contraire peut-être un très bon critère. Mais est-ce qu'à force de faire ça et de prendre justement les personnes avec qui on résonne le plus, est-ce qu'on risque pas de, entre guillemets, s'enfermer dans un espèce de cluster? Quelle est la bonne approche avec ça? Une chose qui me vient en tête sur ce sujet, c'est de laisser la place aux compétences de chacun. Pour ça, on peut penser au management de type micro-management et le management où, je sais pas le nom, mais où c'est un peu, on laisse un peu les personnes plus de marge de manœuvre pour faire les choses. Et dans ce contexte, quand on travaille avec différentes personnes pour son entreprise, par exemple, dans mon domaine, si j'ai besoin de quelqu'un pour un site internet, pour le côté artistique, graphique, etc., j'ai appris une leçon de la personne qui s'occupait de ça pour moi. Il m'a dit, tu sais, selon les clients, ça se passe plus ou moins bien. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui fait la différence? Donc il avait une agence de création, design, etc. Il m'a dit, il y a des clients, ils pensent tout savoir, et donc ils m'imposent un petit peu leur vision. Et bien moi, du coup, je prends quasiment aucun plaisir à faire le travail pour eux. Et si c'est un échange, le client me dit un petit peu ce qu'il pense, mais qu'il me laisse une façon de m'exprimer, là, je prends beaucoup de plaisir. Et je pense que ça, c'est aussi une clé importante. C'est quand on collabore, de laisser la place aux personnes avec qui on collabore pour qu'elles puissent exprimer leurs talents et leurs compétences. Oui, si on travaille avec elles, finalement, c'est qu'on a confiance en leurs compétences et donc, du coup, laissons-les faire. Exactement. Sinon, on fait tout soi-même, finalement. Et puis, il n'y a pas de plus-value réellement ajoutée. Quelles sont les nouveautés dans votre domaine, s'il y en a? Que ce soit légal, technique, économique, concurrentiel ou autre. C'est beaucoup trop early stage pour l'instant, mais c'est des boîtes auxquelles il faut s'intéresser dès maintenant pour nous-mêmes et pour les investisseurs. Même si on se rate, même si on perd un peu d'argent, je pense que c'est hyper important de commencer à s'y intéresser maintenant. C'est aussi des sociétés qui peuvent prendre, bien sûr, énormément de valeur. Imaginez les personnes qui ont investi dans Zoom juste avant la pandémie, je pense qu'ils sont bien contents. Et finalement, ces gens-là, ils ont juste compris qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans. Ça en revient à vos études qui sont passionnantes, d'essayer de comprendre ça, d'envisager les différents scénarios possibles. Mais ceux qui ont investi dans Zoom, pour moi, ils sont incroyables. Parce qu'ils ont juste compris et imaginé le monde du travail de demain. Et si on reste dans le domaine des family office, combien il y en a? Vous savez combien il y en a, Steph? Il y en a énormément. Franchement, il doit y en avoir plus de 100. Plus que ça. Ouais. Est-ce qu'elles sont en concurrence entre elles? Ou bien? Oui. À quel niveau? En fait, tout le monde veut plus de masse sous gestion, c'est-à-dire d'argent frais, c'est-à-dire net new money, comme on dit dans notre industrie. Et chaque année, les banquiers, ils ont un objectif de net new money qu'ils peuvent ramener pour gérer. Et pour faire ça, en fait, tout le monde cherche les entrepreneurs, par exemple, qui viennent de vendre leur boîte. Donc, quand on vend sa boîte, on a ce qu'on appelle un cash out, un événement, en fait, qui fait qu'il y a beaucoup de cash qui rentre d'un coup. Et
En fait, les banquiers sont à l'affût, les bons banquiers sont à l'affût des événements, des cash-out events qui peuvent se produire, parce que ces personnes ont besoin en fait de savoir que faire avec cet argent et où il peut être géré. Mais comme on disait tout à l'heure, il y a énormément de concurrence parce que tout le monde va lire cet article de cet entrepreneur à succès qui a vendu sa boîte et tout le monde va essayer de le rencontrer ou de l'onboarder en tant que client. Et bien sûr, le secret, c'est d'être là avant, en fait. C'est de s'intéresser à l'entrepreneur avant. Et donc moi, ce que je fais dans le cadre de mes lunchs de millionnaires, en fait, j'invite des entrepreneurs auxquels je crois, mais qui ont besoin de ce coup de pouce. Soit parce qu'ils ont besoin de capitaux, ils ont besoin de clients, ils ont besoin de visibilité. Ben moi, je les mets en avant. Et je leur demande rien. Et probablement que dans 2 ans, dans 3 ans, ils vont m'appeler, ils vont me dire en fait, j'ai vendu une partie de mes actions et qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? Comme vous disiez tout à l'heure, il y a différents types de family office. Donc il y a les family office qui s'occupent uniquement d'une famille. Oui. Mais celles-là, elles ne sont pas en concurrence, ou bien quand même ? Non, c'est vrai que... Elles sont un peu à part dans leur monde. Il faut juste performer, être sérieux. Et le problème, c'est si la famille a plus besoin d'eux ou se sépare de leur service, là, ils n'ont plus de business du tout, par contre. Et donc, du coup, la concurrence se fait plutôt dans les autres types de family office qui sont plus dans la gestion multifamiliale, on appelle Exactement, ça multifamily office. Donc là, comme j'ai dit, un peu le jeu, c'est d'essayer d'avoir le plus... Enfin, les banques, parce qu'un family office ou un gestionnaire de fortune indépendant, c'est comme une petite banque. Le jeu, c'est d'avoir le plus de masse sous gestion pour gérer les assets des clients, parce qu'en général, le modèle d'affaires aujourd'hui, c'est de prendre un pourcentage sur la masse de sous-gestion. Ce business model, je pense qu'il va évoluer parce que aujourd'hui, le client, il paye quoi qu'il arrive. La banque est toujours gagnante. Ils vont prendre 1% de la masse sous gestion, peu importe leur performance. Et ça, c'est pas normal. Parce que l'année où la banque fait 10%, ok, le client il gagne 9, tout le monde est content. Mais l'année où il y a moins 5, pourquoi le client devrait payer en plus 1%? Enfin, c'est pas un modèle qui, je pense, peut continuer à durer comme ça. Parce que finalement, dans ce modèle, la banque est toujours gagnante. Et je pense qu'il faut trouver un système win-win. Et là, le client, il va être fatigué de dire, au final, que les résultats soient bons ou pas bons, moi, je vais toujours payer, eux, ils vont toujours bien vivre, alors que les performances ne sont pas forcément au rendez-vous. Est-ce que les clients ils font un lien entre la performance du marché et la performance réelle de la banque, c'est-à-dire parfois on peut attribuer une bonne performance à des bonnes conditions de marché. Donc de ce point de vue-là, le client peut aussi se dire finalement, ils font des bonnes performances quand le marché va bien, quand le marché va moins bien, les performances sont moins bonnes. Donc est-ce qu'ils sont vraiment si performants que ça ou est-ce que c'est simplement la tendance du marché ? Est-ce qu'il y a des discussions comme ça qui se... À ne pas oublier, les personnes fortunées, elles ont, quoi qu'on pense, elles ont une expérience de vie et elles ont eu un succès pour une raison ou pour une autre. Donc c'est bien sûr qu'ils sont très intelligents et qui font attention à ce genre de choses et qu'ils en sont totalement conscients. Et du coup, c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui pour les banques de pouvoir jouer avec eux, justement se justifier d'une chose ou d'une autre parce qu'ils ont accès à l'information. Donc ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus tendu de soutenir ce business model. Parce que justement, il y a l'information. Et le client, il peut même dire, franchement, si je le fais tout seul, je vais faire aussi bien. Je me rappelle déjà à l'époque, quand je travaillais en banque, les banquiers disaient, mais moi, mes clients, maintenant, ils m'appellent. Ils ont l'information avant moi. C'est plus ce modèle où l'information venait totalement du banquier. Maintenant, c'est des clients qui sont tellement eux-mêmes informés, des fois même avant le banquier, que c'est eux qui doivent être un peu... qui doivent rattraper le retard. Exactement. Et malheureusement, il y a des banquiers qui n'arrivent même pas à gérer leurs propres finances personnelles. Donc comment ils peuvent donner des conseils ? Moi, je me souviens quand j'étais junior dans la banque, un jour, il y a un banquier qui gagnait 3 fois plus que moi qui m'a demandé de l'argent. Je lui ai dit, mais
tu gagnes 3 fois plus que moi. J'ai dit, moi, franchement, j'ai des économies. Mais je lui ai dit, mais t'es un banquier et tu sais même pas gérer ton propre argent et avoir tes propres économies. Mais est-ce que c'est pas les chausseurs les plus mal chaussés? Voilà. Et justement, est-ce que dans le contexte actuel, donc le marché va pas très bien quand on regarde, est-ce que justement ça devient un petit peu plus difficile en ce moment? Franchement, c'est une situation extrêmement complexe et difficile. Et d'après ce que j'ai étudié, 2023 n'est pas réjouissant non plus. Il faudra attendre 2024. À quel niveau? Je ne suis pas un économiste, mais ce que j'entends, voilà, cette conjoncture actuelle, on sort d'une pandémie mondiale, on sort d'une guerre en Europe avec la guerre en Ukraine, beaucoup de facteurs qui viennent contre nous, je dirais. Voilà. Les gens n'ont plus confiance, ne savent plus dans quoi investir et donc sont très prudents aujourd'hui. Donc le système, l'économie, on va dire, ralentit. Le pouvoir d'achat baisse, la consommation baisse. Donc voilà, ça risque de durer encore quelques mois comme ça. Comment est-ce qu'on voit ces répercussions sur le marché financier à Genève? Est-ce qu'on les voit? Si oui, comment? Ou dans votre domaine? Est-ce que ça se ressent? Il n'y a pas un événement ou des demandes de clients qui changent ces derniers temps, des critères qu'ils imposent qui sont différents qu'il n'y avait peut-être pas à l'époque? Peut-être l'immobilier. C'est vrai que les taux sont en train de monter. Donc on se dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'emprunter maintenant? Et franchement, ils sont toujours hyper bas, les taux d'intérêt. Mais quand on a connu des taux à 1%, c'est de l'argent quasiment gratuit. Donc quand on est fortuné, c'est trop bien de se faire prêter de l'argent gratuitement pour pouvoir investir. Vous vous imaginez, on vous prête à 1 et derrière vous faites du 10. En fait, vous n'avez plus jamais besoin de travailler. Et donc c'est ça qui font les riches. Alors qu'aujourd'hui, ils se disent, ouais, si j'emprunte, ça va me coûter plus cher. L'investissement, il est en plus risqué et moins rentable en ce moment. Donc, pourquoi pas attendre? En fait, c'est un petit peu ça qui se passe. Mais est-ce que c'est pas la meilleure période pour investir? Alors, ça dépend ce qu'on entend par investir. Si on vise le long terme, est-ce que c'est pas... j'avais entendu un investisseur qui disait, mais ça fait des années que j'attends une période comme ça. Ça fait des années que je rêve d'un crash pareil. C'est les soldes? Alors, c'est exactement ça. Les crises vont enrichir, mais par contre les ultra riches. Je pense pas les petits millionnaires, entre guillemets. C'est vrai? Moins. Mais les ultra riches, c'est les grosses soldes, comme vous dites. Et là, pour eux, il y a des grosses opportunités. Tout à fait. Des rachats d'entreprises. Mais je pense qu'il faut avoir des capitaux assez élevés. Ou alors, ce qui marche bien, c'est tout ce qui est business club, des deals à plusieurs, en fait. De se mettre à plusieurs pour dérisquer un petit peu l'opération. Mais rentrer dans des choses un peu plus risquées, mais se mettre à plusieurs. Des club deals, ça marche bien en ce moment. Dans tout ce qui est private equity, etc., il y a beaucoup de choses qui se font en Suisse. D'ailleurs, la Suisse, chaque année, est en train de monter dans le montant de capitaux qui sont investis dans les startups, par exemple. Donc, tout ce qu'on parle de venture capital, donc tout ce qui est des investissements un peu plus risqués, early stage, en fait, il y a de plus en plus de capitaux investis dans ces domaines. Quelles sont les opportunités qu'on peut trouver aujourd'hui sur la place financière genevoise? Je pense le domaine du private equity, c'est l'opportunité du moment. C'est pouvoir rentrer dans des boîtes, et même dans les boîtes Web3 et blockchain, c'est vraiment à ce moment-là que l'écosystème se solidifie dans les moments de crise. Parce que dans les moments de hype, où il y a beaucoup d'argent, etc., ça monte vite, mais il y a aussi beaucoup de scams et de mauvais projets. Et en fait, dans les crises, il y a les bons projets qui commencent à émerger. Donc, qui font face au choc. Qui font face au choc, et les vrais passionnés qui vont vraiment essayer d'amener des solutions. Pas juste gagner de l'argent, amener des solutions, traiter des solutions, fixer des problèmes. Donc dans les crises, on a des entrepreneurs qui souhaitent fixer des problèmes. Alors que quand il y a de l'abondance,
il y a aussi beaucoup d'opportunistes et du coup on peut se faire piéger, investir et se faire arnaquer. On a beaucoup vu ça dernièrement, enfin, le célèbre cas de FTX. C'est un Tout le monde en entend parler en ce moment. C'est un exemple. Ouais. On se disait, il y a beaucoup d'argent à faire. Donc, on investit dans les plateformes qui sont finalement pas si sécures, pas si décentralisées que ça, même au contraire. Et en fait, ils vendaient pas du tout la promesse du Web3, qui devrait être sécurisé et décentralisé. Est-ce que ça a mis plus en alerte, justement, les grosses fortunes, ou finalement elles ont l'habitude de ce genre de choses, donc du coup elles étaient déjà en alerte? Moi, beaucoup de gens me disent « Oh mon pauvre, t'es dans les cryptos. » Mais moi, je m'en fiche complètement de ça parce que si on n'essaye rien, déjà, on n'aura jamais rien. Et beaucoup de gens, comme j'ai dit tout à l'heure, ils attendent qu'une chose, c'est qu'il y ait un problème pour vous dire Je t'avais dit. Ouais, vous avez eu tort et tout. Moi, ça me change rien. J'y suis depuis 2017. Donc, de toute façon, j'ai pas du tout perdu d'argent, même avec la crise. Si on y est depuis longtemps. Comme on disait aussi, le long terme. Donc, c'est ça aussi la question à laquelle il faut réfléchir. Pourquoi on investit? Est-ce qu'on croit vraiment au projet, à l'innovation? Est-ce qu'on a cette idée du futur, comme on a dit? Est-ce qu'on croit en ces différents scénarios? Ou est-ce qu'on veut juste gagner vite de l'argent à court terme? Et une amie qui vend des investissements, etc., sur Instagram m'a dit il y a plein de faux comptes qui se créent sur moi et qui demandent à mon réseau envoie-moi de l'argent et tu vas faire x10 en 2 jours et tout ça. Elle a dit au début j'étais dégoûté pour ce qu'il faisait. Maintenant je me dis mais en fait c'est évident quoi. Enfin, on sait bien, il n'y a pas de free lunch, comme on dit, donc rien n'est gratuit. Hein, donc les miracles comme ça, voilà, c'est... Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Exactement, il y a du travail à faire, des recherches à faire. Et moi, malheureusement, je me suis fait arnaquer également. Comment? Et il y a de l'apprentissage. Tout simplement, un ami voilà, qui a abusé de ma confiance, tout simplement. Ouais. Et puis moi, j'ai été naïf. Et quand quelqu'un est très intelligent et très manipulateur, moi, je ne l'ai pas du tout vu venir. Et puis, il vous demande de l'argent, vous lui donnez de l'argent. Il vous redemande de l'argent, vous lui redonnez de l'argent. Il commence à vous rendre un petit peu. Alors, vous vous dites qu'il est honnête, donc vous pouvez lui reprêter encore plus. Jusqu'au jour où cette personne disparaît, recherchée par la police. Et... probablement plus de ce monde aujourd'hui. Donc voilà. Mais voilà, c'est un apprentissage. Et beaucoup de gens se sont fait arnaquer ou avoir. Hein. Mais la plupart des gens sur les réseaux, ils disent que leur succès. Ouais. Quels sont les challenges qu'on rencontre sur la place financière genevoise et comment est-ce qu'on peut les améliorer? Je pense le jugement, on devrait être plus bienveillants les uns avec les autres parce que oui, on est en compétition, mais au final, je pense qu'on est plutôt en compétition avec le reste du monde plutôt qu'entre nous. Et c'est ça qu'on ne doit pas oublier. Ensemble, faire que la Suisse et que Genève restent au top en termes de banque privée. Par exemple, on a l'histoire qui va avec nous. Et est-ce que le futur sera avec nous aussi? Est-ce que le futur sera avec nous? Mais si on veut que le futur soit avec nous, quoi qu'il arrive, il faut qu'on soit unis. Et qu'on apporte du vrai service, une vraie valeur ajoutée. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on s'endort un petit peu. En tout cas, on est en train de se réveiller, mais pendant quelques temps, là, on s'est un peu endormi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la place financière genevoise, c'est des consolidations. Ça veut dire que c'est des petites banques qui se font racheter, etc. Donc, le marché se consolide parce que y a moins de demandes, il y a moins de capitaux. Beaucoup de capitaux vont vers l'Est, par exemple Dubaï ou Singapour. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive plus à retenir? Là-bas, les choses vont plus vite, on embrasse plus la technologie, on a moins de jugement. Un jeune en short veut nous parler.
Est-ce qu'on va le prendre au sérieux ou pas? Ici, je pense s'il veut rentrer dans une grande banque privée, peut-être qu'ils vont même pas le laisser rentrer. C'est une question d'ouverture d'esprit et d'un monde qui a une croissance dans l'Est beaucoup plus rapide que nous. Néanmoins, je reviens de Dubaï et des Émirats et j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Je peux vous dire que l'Europe, c'est vraiment un endroit incroyable et qu'on a beaucoup de chance d'être ici. Je vais vous dire pourquoi, selon moi. Pour moi, on est des vrais pays riches. Bien sûr, Dubaï, c'est très riche et des fois, on peut penser même que c'est l'endroit le plus riche au monde, enfin les Émirats, le Qatar, etc. Mais en fait, il y a toute une partie de la population qui est mise de côté et qui est au service de ces autres personnes et qui vivent dans des conditions mais qu'en Europe, on ne voit plus depuis des décennies. Et donc, pour moi, je ne suis pas du tout socialiste. Mais pour moi, l'Europe, c'est quand même assez incroyable ce qu'on a et des fois, on l'oublie. Et le dernier truc sur ce point, c'est la santé. Moi, j'ai eu des gros problèmes de santé. Franchement, en Europe, on est bien comparé aux États-Unis ou à d'autres endroits. Donc voilà, moi, je suis toujours ouvert à me dire quel est le meilleur pays du monde en termes... voilà, je pense que nos générations, on est prêt à changer de pays, etc. Et moi, je le garde en tête. Je me dis, s'il y a beaucoup mieux ailleurs, pourquoi pas? Et donc, aux Émirats, j'y suis allé. Je me suis dit, pourquoi pas? On sait jamais, quoi. Et finalement, non, je suis très bien en Suisse. À cause de ce que vous avez cité ou pour d'autres choses? Il y a aussi une vraie identité dans les rencontres qu'on fait. Là-bas, par exemple, les gens sont plus de passage. Même les expats qui vivent très bien, tout simplement, ils sont là-bas parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Mais à la retraite, ils ne seront pas là-bas. Donc ces gens-là, ils ont tous qu'un seul objectif, mais voilà, il n'y a pas autant de richesse que des personnes ici qui sont là, par exemple, depuis plusieurs générations, qui aiment la culture, toutes ces choses-là qui font aussi la richesse d'un pays et d'une communauté. Donc voilà, je reste attaché à ces valeurs. Je comprends. Et du coup, on voit une différence entre la place financière genevoise avec d'autres places comme à Dubaï, par exemple. Mais est-ce que vous remarquez aussi une différence en interne, par exemple, avec Zurich? Est-ce qu'il y a aussi une grosse différence ou pas tant que ça, finalement? Alors, j'ai un ami qui me fait tout le temps cette blague, qui me dit que Zurich, c'est la vraie Suisse. Et c'est vrai, d'un côté, les Suisses allemands sont beaucoup plus en termes de population. Les sièges des grandes banques sont à Zurich. Les décisions se prennent plutôt à Berne ou à Zurich, c'est le plus grand centre économique. Et Genève, on a énormément d'avantages. On a ce côté banque privée, cette tradition qui vient probablement de la mentalité protestante. On a les organisations internationales. On a un aéroport qui est très bien. Enfin, on a beaucoup d'atouts. Et c'est une ville de paix où les gens viennent du monde entier, sont attirés par Genève, qui est quand même un endroit très, très spécial avec l'ONU, etc., la Croix-Rouge. Donc franchement, on a tout pour réussir. Vraiment une chance pour nous d'être ici. Mais un truc que je regrette, c'est qu'il n'y a pas assez d'échanges, même en termes de business, entre Zurich et Genève. J'ai l'impression que chacun reste un peu de son côté et presque est en compétition encore une fois. Et même Genève et Lausanne, c'est bizarre, quoi. Comme on disait tout à l'heure, des fois on est en compétition entre nous alors qu'on devrait être en compétition avec le monde entier. On a aussi le World Economic Forum à Genève, on organise Davos, il y a plein de choses, c'est extraordinaire. Et je pense qu'on doit construire ces ponts entre Genève et Zurich, même Genève et Lausanne. Et je pense que ceux qui font ça, ils peuvent avoir beaucoup plus de business, beaucoup plus. Mais il faut trouver les bons interlocuteurs d'un côté et de l'autre. Mais il y a des belles opportunités. Ça tombe bien parce que ça introduit la dernière partie de la discussion qui est le futur. Ok. On aime bien aborder cette partie sous deux angles. Je pense qu'avec vous, ce sera intéressant de faire ça. La première, c'est au niveau générationnel aujourd'hui, et on va le voir de plus en plus avec les family office
et les banques. Les fortunes sont détenues par les générations donc de boomers, la génération silencieuse qui est aussi au-dessus. Au moment du transfert générationnel, quand les comptes seront détenus par les enfants, les petits-enfants, comment selon vous ça va se passer? Est-ce que vous le voyez déjà un peu, les conflits générationnels, les visions qu'ils ont pour tels investissements ou autres, telle direction ou une autre? Comment est-ce qu'elle va se passer cette transition? Parce qu'elle va se faire durant ces 10-15 prochaines années. Enfin, elle commence déjà, mais... En général, elle se passe pas très bien. C'est vrai? Ouais. Pas très bien. Il y a même des nouveaux métiers qui existent, des amis à moi qui en fait ont ce rôle de aider les générations à se parler entre elles. C'est tellement triste. Hein. Ils n'arrivent pas du tout à le faire entre eux. Donc c'est quoi? C'est le fils et le père et le fils et le grand-père? Exactement. Ils n'arrivent pas. Même entre frères et sœurs, ça c'est même pas les générations, mais en fait les familles n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc ils font intervenir quelqu'un d'externe pour aider sur ces enjeux qui sont très grands. Et Un psychologue financier. Voilà. Et je pense que c'est un métier qui est hyper intéressant et qui a de l'avenir, hyper nécessaire. Et j'ai rencontré une dame à Abu Dhabi là, récemment qui fait ça. Elle m'a dit, mais j'ai énormément de travail. Par contre, il y a un exemple de quelqu'un dans mon club des millionnaires, justement. Et lui, en fait, il a la fortune qui lui vient de son grand-père. Et en fait, ils sont en train de travailler ensemble, le grand-père et le petit-fils, de comment tout organiser. Et c'est pas facile, ils se comprennent pas tout le temps. Mais eux, comment ils y sont parvenus, c'est qu'ils sont en train de transférer une partie des capitaux qui vient de l'immobilier, donc d'une classe d'actifs très traditionnelle, à des investissements dans des sociétés, donc du venture capital ou private equity, et de se focaliser sur l'impact. Et on sait que c'est une préoccupation qui est très grande pour la nouvelle génération. Nous n'avons pas de planète B. Nous n'avons pas de cette deuxième option. Donc, on doit faire quelque chose et on doit agir. Et donc cet entrepreneur, qui est un de mes amis, à nouveau, fait tout ce qu'il peut pour investir dans des sociétés à impact qui apportent de vraies solutions. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le grand-père, bien sûr, c'était compliqué pour lui de sortir des capitaux de l'immobilier pour les amener là. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont en train de faire des multiples, comme on dit, c'est-à-dire faire fructifier leurs investissements de manière très très intéressante d'un point de vue financier, mais ce n'était pas du tout l'objectif. Mais le petit-fils, il a vraiment ce don pour trouver quelle société va avoir de la valeur et le meilleur impact pour notre société. Et donc il investit dans ces sociétés-là. Et ça fait déjà quelques temps qu'il fait ça et c'est en train de porter ses fruits et de grandir énormément. Je pense qu'ils doivent être tous les deux frustrés parce qu'ils ont tous les deux des craintes et des attentes qui sont différentes. Quelles sont-elles selon les générations? Je pense que le père ou le grand-père, ce qu'il veut, c'est qu'on continue dans la lignée de ce qui a toujours été fait parce que c'est ce qui a montré ses preuves. Exactement. Et puis l'immobilier, c'est quelque chose de concret, de solide, qui apporte des garanties, des revenus réguliers, etc. Alors que l'autre côté, c'est plutôt utopique, on peut dire, de se dire, faire un meilleur monde, mais que cet argent, c'est comme si un peu de la charité, quoi, qu'on va donner, mais qu'on va jamais revoir. Et en fait, on peut se rendre compte qu'il y a des nouveaux modèles d'affaires qui font que des sociétés peuvent être très fortes en termes d'impact, mais néanmoins être très intéressantes au niveau financier également. Et donc, c'est une classe d'actifs qui est en train de se développer énormément. Donc, tout ce qui est les investissements à impact. C'est clair que les anciennes générations, c'est plus compliqué pour eux de faire ce pas. Mais les jeunes sont tellement convaincus et tellement forts dans leur positionnement. Franchement, on a une nouvelle génération qui est vraiment sûre d'elle, qui est vraiment
Qui est aussi très informé. Très informés. C'est une génération... Enfin, nous, on est un peu entre les deux. Mais cette nouvelle génération, elle est vraiment forte. Vraiment forte. Et comment ça se passe avec les familles qui ont des enfants? Parce que j'en ai vu, et très certainement vous en avez vu aussi, des enfants qui ne sont pas du tout impliqués, qui sont très loin de tout ça, et qui ont envie de vivre leur vie peut-être un peu bohème, qui ont peut-être pas les mêmes valeurs ou peut-être pas la même vision de voir les choses. En tout cas, peut-être dans leur jeunesse, peut-être qu'en grandissant, ça changera. Mais je pense que ça doit être encore plus compliqué, le transfert à ce moment-là. Beaucoup de familles qui ne se parlent plus. Et toutes ces questions d'héritage, etc., c'est tellement de soucis. Et je pense que la clé, c'est de le préparer au maximum en avance, se faire accompagner. Et je pense que ça, c'est vraiment une des clés, se faire accompagner. C'est comme si on a nous-mêmes des soucis de dépression ou quelque chose comme ça. Il faut aller se faire accompagner. Ne pas garder ça pour soi et que ça empire. Et j'ai l'impression que dans les familles, c'est un poison qui empire et qui empire. Et des tabous. Beaucoup. Et ne pas se faire accompagner, c'est la pire des choses parce qu'au final, il n'y a plus du tout de lien dans ces familles en fait. Donc c'est des familles qui se déchirent. Et comment ça se passe aussi? Donc, il y aura le transfert générationnel en interne pour les familles, mais il y a aussi le transfert qui va se faire au niveau des banquiers qui accompagnent, ou dans les family office qui accompagnent ces personnes parce qu'on sait qu'elles ont des liens très privilégiés avec ces personnes. Comment ça va se passer, ce transfert aussi? L'humain restera toujours au centre de toutes ces choses, mais aujourd'hui, le transfert se fait aussi avec la technologie. Les nouvelles générations ont moins besoin qu'avant de voir leur banquier régulièrement. S'ils le voient une fois par année, ça peut leur suffire. Donc le transfert est en train de se faire plus au niveau passer de l'humain au digital, pas à 100%, mais c'est le transfert qui est en train de se faire avec toutes les nouvelles fintech qu'on peut voir apparaître. Et les nouvelles générations aussi ont, comme on disait tout à l'heure, une opinion aussi précise de ce qu'ils veulent faire ou pas avec leur argent. Et ils sont très informés. Donc oui, les choses sont en train d'évoluer, mais ce n'est pas forcément la passation d'un banquier à l'autre, c'est plutôt un nouveau modèle qui doit émerger. Mais est-ce que ça, c'est valable pour les high net worth individuals? Parce que j'ai l'impression que ces personnes-là qui ont, justement, ils ont quand même des attentes et des exigences qui vont au-delà de la technologie, c'est qu'elles ont besoin d'être accompagnées. Et ce que je peux tout à fait comprendre, ce qui est légitime, c'est qu'elles mettent aussi le prix fort, c'est qu'elles attendent aussi des services humains en retour. Comment ça se passe pour ces personnes-là? L'humain va toujours rester, mais les choses vont s'accélérer et se faciliter à travers la technologie. La technologie va toujours rester un outil, ça ne sera jamais une finalité. Et de toute façon, aujourd'hui, si on veut impliquer l'humain, on sera obligé de payer cher et ça sera dans toutes les industries et pour tout le monde. Si on prend l'exemple du supermarché, on est en train de voir des changements énormes. Il y a quelques années, on allait aux caisses. Aujourd'hui, il y a les bornes. Dans quelques années, ça sera sûrement les drones qui vont vous amener depuis l'entrepôt. Donc voilà, c'est exponentiel toutes ces choses-là. Et maintenant, si on aborde le futur vraiment en se basant sur la place financière Genève, suite à tout ce qu'on a discuté, comment est-ce qu'on peut imaginer l'évolution de cette place et de ces acteurs? Penser l'évolution comme on voudrait qu'elle soit idéalement, et comment est-ce qu'en l'état, les choses vont naturellement évoluer, si on peut faire un distinguo entre les deux. La consolidation qui est en train de se passer aujourd'hui vient du fait qu'on a une régulation de plus en plus forte pour les acteurs financiers, de comprendre les provenances de fonds, de faire une due diligence sur les clients et le côté compliance des choses font qu'il y a un plus grand coût pour les banques aujourd'hui. Et face à cela, le revenu est en train de baisser également parce que les clients maintenant savent qu'ils peuvent aussi avoir des informations, investir par eux-mêmes, etc. Du coup, augmentation des charges,
baisse des revenus, et donc inévitablement c'est la consolidation qui nous attend et qui est en train de se passer. Et surtout, pour rester dans le game, il faut investir dans les technologies finalement. Comment faire pour avoir des processus qui soient bons, qui soient efficaces, qui soient rapides, qui soient sécures. Et c'est ça l'enjeu des banques aujourd'hui. Ça devient des entreprises technologiques. Et d'ailleurs, leurs concurrents, maintenant, c'est des boîtes technologiques. Elles sont concurrentes au niveau technologique, mais est-ce qu'elles ont le savoir-faire? Ça, c'est une autre question. Rien que le cas Twitter, quelle est l'idée derrière la tête d'Elon Musk? Est-ce que c'est Twitter ou est-ce que c'est des millions, des milliards de clients potentiels pour aussi une institution financière pour se transférer de l'argent entre nous, etc. Voilà la concurrence. Comme on l'a dit tout à l'heure, elle est mondiale maintenant. Et donc, c'est pas évident. Il faut se démarquer, il faut amener de la valeur, il faut être au courant. Mais on peut compter sur notre histoire et sur notre savoir-faire. Tout à fait. On aura toujours cet élément qui va nous différencier. Mais maintenant, il faut pas. Ce sera pas du tout suffisant. Pas du tout suffisant. D'ailleurs, en parlant de concurrence de places financières, les générations qui sont actuellement dans d'autres places financières et qui vont hériter des avoirs, est-ce qu'ils seraient tentés de venir à Genève? Est-ce que Genève serait compétitif par rapport aux autres places, dans le sens où finalement un héritier il se dirait ah bah moi je vais venir à Genève pour placer mes capitaux plutôt que Singapour par exemple? Ou l'inverse, les fortunes qui sont à Genève, qui vont hériter, qu'est-ce qui va les empêcher de prendre une partie de la fortune ou la totalité et le mettre sur d'autres places? Avant, j'entendais souvent l'argument de la Suisse, comme quoi c'est un pays stable, et que c'était un des arguments pour justement attirer les capitaux. Quand j'étais junior, je comprenais pas bien cet argument. Je trouvais pas qu'il était fort. Aujourd'hui, je le trouve extrêmement pertinent. Les gens aujourd'hui ne cherchent plus forcément à augmenter leur patrimoine, mais à le conserver. Si je prends l'exemple du continent africain, ils sont très intéressés par la Suisse et par le fait qu'on a cette stabilité. Et j'ai beaucoup de personnes en Afrique qui tout d'un coup amassent beaucoup de richesses parce qu'il y a une croissance qui est énorme. Les villes sont en train de grandir, les entrepreneurs ont de plus en plus de succès, etc. Parce qu'ils sont dans beaucoup d'industries et toutes sont en train de grandir, la démographie est en train de grandir, etc. Et ils sont toujours très intéressés à amener leurs capitaux en Suisse. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour la Suisse. Et cet argument de stabilité, vraiment, c'est une réelle force. C'est une réelle force. Et on s'en rend pas compte si on l'a pas vécu. On peut parler aussi de l'inflation. J'ai vécu en Argentine. C'est pas bon d'avoir des pesos argentins, d'être payé en pesos argentins, hein, parce que votre pouvoir d'achat, il baisse de jour en jour avec vos pesos argentins. Donc là-bas, ils veulent tous du dollar, pour citer l'exemple. Donc ne pas sous-estimer cette stabilité, toute cette réglementation que nous avons, qu'on peut penser comme très lourde et inefficace, nous amène quand même une grosse valeur ajoutée. Et sur le long terme, même vis-à-vis par exemple de Dubaï, qui va beaucoup plus vite et qui aujourd'hui attire beaucoup plus de capitaux que nous, sur le long terme, je ne suis pas trop inquiet. Honnêtement, on a des dirigeants très prévoyants pour la suite et ils savent ce qu'ils font. Et ils préparent des textes de loi pour protéger notre pays. Et finalement, c'est ça qui fait la différence. Cette sécurité qui fait que les choses n'ont pas changé, c'est très rassurant pour les investisseurs. Bien sûr, on peut profiter aujourd'hui de Dubaï. Peut-être qu'après, cet argent va repartir. Alors que je pense que la Suisse a toujours cette idée de long terme et de prospérité. Comment est-ce qu'on peut clore et résumer cette belle discussion? Quelles sont les choses qu'on peut garder? Je pense qu'une des choses que j'ai mentionnées, c'est d'essayer de faire des choses.
suivre son cœur, ne pas avoir peur du jugement des autres. Même si on a reçu une certaine éducation, peut-être nos proches vont pas comprendre certaines décisions qu'on prend, mais avec le temps, ça va toujours payer. Avant, mes parents me demandaient tout le temps quel est mon travail. Et maintenant, ils voient juste que je suis bien. Et ils savent toujours pas ce que je fais. Mais voilà. Mais au début, c'était embêtant. Tous les jours de me demander mais qu'est-ce que tu fais? Parce que si je travaillais pas dans une grande société, ça veut dire que j'étais en train de rater ma vie. Donc c'est peut-être ça le message, c'est essayer des choses, suivre son cœur, chercher vos zones de génie. Pour les trouver, demandez à votre entourage, notez-les, faites la différence entre une zone de génie et une compétence et passez le maximum de temps dans votre zone de génie parce que vous allez avoir de l'énergie, vous allez attirer les bonnes choses. Et donc voilà, la loi de l'attraction. Arnaud Barret, merci beaucoup pour cette belle discussion. Ça a été un véritable plaisir de vous avoir parmi nous. On vous retrouve personnellement sur LinkedIn et sur vos réseaux. On vous souhaite beaucoup de succès pour la suite et on espère vous revoir prochainement sur notre émission. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.